La porte s'est refermée derrière moi dans un souffle glacé, et le couloir du 3e étage a renvoyé l'écho des talons qui arrivaient au pas de course. Le chuintement de l'ascenseur s'est arrêté net, puis j'ai entendu la voix de Maya, ma belle-fille, lancer un « Tu es là ?» trop enjoué pour être innocent. J'avais l'impression que l'air sentait la laque et le champagne, alors qu'il n'était que 19h22 en ce 15 de juin. J'ai reposé la clé de mon appartement sur la console et j'ai vu, tout de suite, l'écrin vide sur le guéridon. La lumière rasante de la fenêtre, qui donnait sur le boulevard, soulignait l'empreinte ovale laissée par la poussière autour de l'écrin, comme une silhouette découpée. Je t'avais dit, je l'ai emprunté, juste pour ce soir, c'est sans valeur, Mam. Enfin, Jeanne, ne fais pas cette tête, a repris Maya, les joues rosies, sa robe noire couverte d'un voile pailleté. Elle m'a tendu un baiser en l'air, déjà tourné vers l'ascenseur. Dans la cage, un rire a fusé, celui de 2 copines à elle, et la porte s'est refermée dans un claquement impatient. Une odeur de parfum capiteux, rose et poivre, a flotté plus longtemps que ma surprise. À ce moment-là, je n'ai pas crié. Pourtant, je savais, avec cette certitude qui réveille la nuque comme une main froide, que ce sans valeur était un mensonge. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. 19h26. J'ai pris une douche très rapide, l'eau trop chaude contre une peau soudain frissonnante. J'ai remis ma robe droit, puis j'ai saisi mon téléphone. J'ai noté la date, le détail de l'écrin, la poussière, la phrase exacte de Maya. On n'efface pas un pressentiment, on l'enregistre. Avant de partir, j'ai effleuré le vide du guéridon, et le silence qui s'en dégageait, malgré le bruit de la rue, était celui d'une porte de coffre qui se referme à double tour. Je savais que le lendemain, à 11h du matin, s'ouvrirait chez le notaire l'inventaire successoral des bijoux de ma belle-mère, Madeleine, décédée 3 mois plus tôt, et que ce rendez-vous allait décider plus que des souvenirs. Il scellerait des pactes, réveillerait des appétits, briserait des illusions. C'est là que j'ai compris que ce soir-là, avec une insouciance trop calculée, quelqu'un venait de déplacer un levier dont elle ne connaissait pas la longueur. Je ne suis ni riche ni naïve. Je m'appelle Jeanne, j'ai 58 ans, une voix douce qu'on prend à tort pour une main tendue sans exigence et des années de cabinet d'avocat derrière moi, à Paris, rue de Rennes, en droit des successions et des sociétés familiales. Ce qu'on dit la poussière noble des papiers, je l'ai respiré, décodé, parfois même évité, pour préserver des maisons, des brouilles et des mémoires. Lorsque mon mari, Étienne, est mort d'un AVC un matin de février, c'était le 17, à 7h47. J'entends encore la bouilloire siffler. J'ai tenu la barre. J'ai accompagné ma belle-mère, Madeleine, dans ces derniers mois. J'ai gardé le lien avec mon fils, Hugo, 32 ans, ingénieur, éperdument amoureux de Maya. J'ai résisté au petit naufrage quotidien. La bague, celle-là même que Maya qualifie de sans valeur, est un héritage particulier. À l'œil nu, c'est un anneau de platine banal, serti d'une pierre claire qu'un ignorant prendrait pour du verre. Mais cette pierre, un diamant taille ancienne, légèrement teinté, d'une pureté rare, a été expertisée il y a 4 ans à 3 millions de dollars pour des raisons qui excèdent sa beauté. Elle figure comme actif grevant une ligne de crédit adossée à la société familiale de vins de Loire fondée par le grand-père d'Étienne. Autrement dit, elle n'est pas seulement une parure, elle est une garantie. Sa disparition n'est pas une broutille. Elle déséquilibre un montage, menace un covenant bancaire et, plus simplement, brise un serment tacite, celui de respecter ce que l'on reçoit des mains tremblantes d'une aînée. Maya n'a pas la patience du temps, ses mains tremblent par impatience. Sa qualité, un sens esthétique indéniable, une élégance spontanée. Son défaut, la même élégance tourne chez elle à l'écran de fumée. Elle adore la mise en scène, la story, le drame dont elle serait la victime splendide ou l'héroïne vengeresse. Ce soir-là, elle partait à une fête au palais de Tokyo, un vernissage underground dont le carton d'invitation, posé sur mon buffet, brillait d'un logo argenté. Je savais ce que j'avais à perdre, la réputation d'une femme raisonnable, l'équilibre de la société, l'appartement payé à coups d'heure tardive et ma place fragile dans une famille où je n'étais ni la grand-mère ni la nouvelle-mère, juste la gardienne discrète des choses droites. On dit que les bijoux portent la peau de celles qui les ont portés, celui-ci portait la voix de Madeleine. Garde-la, Jeanne, mais n'oublie pas, elle nous tient autant que nous la tenons.
Il était 20h15 quand j'ai fermé les volets. J'ai posé ma main sur le bois tiède et j'ai pensé « Cette nuit, il faudra veiller comme on veille une fièvre ». Maya n'est pas seulement frivole, elle est stratège à sa manière. Elle a rencontré Hugo dans un coworking, a su apprivoiser ses silences de technicien en parlant d'art numérique avec des mots simples, a capté le regard de Madeleine en disant « Vous me rappelez ma nonna », avec un petit accent italien qu'elle n'a pas. Elle ment peu, rarement, mais quand elle ment, c'est comme on maquille une paupière. Ça accentue juste ce qu'il faut pour qu'on n'y voit que du feu. Elle a raconté avoir besoin d'un détail vintage pour sa robe. Elle a présenté la bague comme un clin d'œil à Mado. Elle a laissé croire qu'elle avait demandé la permission par un message vocal que je n'ai jamais reçu. Elle cultive l'impression de tout faire dans la lumière, des mains ouvertes, sans jamais laisser de traces écrites qui l'engagent. Son passé, une alternance en galerie, 2 ans à l'accueil d'une maison de vente, un flirt avec un influenceur qu'elle nie en souriant et une fascination palpable pour celle qui pose devant des mosaïques de carreaux métro en écrivant « Mon trésor n'a pas de prix ». Ce n'est pas le crime d'aimer la lumière. Mais quand la lumière s'accroche à une pierre de 3 millions de dollars, l'ombre qui l'entoure n'est plus romantique. Elle est calcul. Le premier mensonge a été minuscule, sans valeur. Le deuxième, plus épais, s'est deviné dans l'angle de son téléphone quand elle l'a tourné vers elle pour faire une story devant mon miroir ovale à 19h32, laissée en ligne à mi-proche. Elle m'a exclu depuis longtemps. Une amie à moi, Clémence, qui connaît un ami d'une amie, m'a envoyé, à 20h40, un aperçu flou où l'on devine la pierre au doigt de Maya. Détail infime. Au second plan se reflète la pendule à chiffres rouges de ma cuisine, inversée dans le miroir, indiquant très clairement 7h30 en lettres sur le cadran digital parlant, un vestige d'un cadeau d'Étienne. À qui veut bien regarder, les mensonges portent des montres. Elle ne sait pas ce que la bague représente. Elle croit que c'est un caillou scintillant qu'on peut rendre demain en riant. Elle ignore ou feint d'ignorer le papier d'assurance signé chez Maître Boria, le notaire, qui précise noir sur blanc que la remise à un tiers non autorisé constitue un sinistre. L'historique de sa manipulation est là. Séduire, anesthésier, emprunter, afficher, puis banaliser. Je l'ai vu faire avec des gens, avec des mots. Ce soir, elle l'a fait avec une pierre. Je n'ai pas crié. J'ai posé ma tasse, j'ai ouvert le tiroir du secrétaire et j'ai pris le dossier « Madeleine, bijoux ». Le papier craque comme le givre quand on lève le couvercle d'un vieux coffre. Je me suis assise à la table de la cuisine, sous la lumière jaune qui rétrécit les ombres, et j'ai commencé à écrire, non pas pour me convaincre, mais pour cadrer mon calme. 15 juin, 19h26. Écrin vide, poussière ovale, phrase de Maya, sans valeur. J'ai ajouté « Story vue par Clémence à 20h40 ». Reflet pendule. Je n'avais pas le droit de la menacer. Je n'avais pas le droit de me tromper de cible. J'ai pensé à Hugo, son regard clair qui se ferme comme un volet à la moindre attaque. J'ai pensé à l'inventaire du lendemain. J'ai pensé au banquier du Crédit Agricole qui exigerait, à la prochaine révision annuelle, la preuve de conservation de l'actif. J'ai composé le numéro de Maître Boria. J'ai laissé un message. « Maître, demain on maintient à 11h. Il y a un point à éclairer en priorité. La bague de platine et son diamant. » J'ai composé ensuite le numéro de l'assureur, AXA, Service Art et Joaillerie. J'ai noté, à 21h11, le nom de l'agent, Monsieur Girard, et sa phrase « Conserver toute preuve d'emprunt ». J'ai enfin pris une décision simple. Je n'irai pas à la fête, je n'enverrai pas de message. J'attendrai l'aube et je tendrai un filet. Chaque mot, chaque silence pèse. À 22h05, la rue s'était calmée. À 23h30, Maya a posté un boomerang d'un verre de champagne, ses doigts traversés par les reflets des spots, la pierre comme une luciole. J'ai éteint mon téléphone à minuit pile et j'ai dormi par tranches, en comptant, à chaque réveil, les battements d'un cœur qui refuse de perdre ce qu'il a promis de garder. La piste ne s'ouvre pas avec des grands indices. Elle commence par un détail que les autres négligent. À 8h40, le lendemain, j'étais au café en bas de chez moi. La machine à expresso soufflait une vapeur qui sentait le métal chaud. J'ai salué Michel, le patron, qui m'a dit « Grande soirée hier, on a vu passer votre belle-fille en Uber, perchée sur des talons,
La bague scintillait jusque sur le trottoir. Il a ri. J'ai souri. Puis j'ai demandé « Tu as la caméra de la devanture qui marche encore ?» Il a levé un sourcil. Elle capte la sortie de l'immeuble. À 9h10, il m'a montré, sur son petit écran, la silhouette de Maya qui sort du hall à 19h28 la veille, un manteau sur l'avant-bras, le téléphone en miroir, sa main levée, un éclat blanc au doigt. La date apparaissait au coin de l'enregistrement, en toutes lettres, jeudi 15 juin, 19h28. J'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé l'extrait en gros plan, lentement, sans son. Ce n'était pas encore une preuve écrasante, mais c'était une première trace. Une image ignorée par elle, un fil tiré sans bruit. À 10h02, j'étais sous la voûte de pierre aux boiseries foncées de l'étude de Maître Boria. Son assistante, Pauline, m'a servi un café en m'adressant un regard plus inquiet que poli. Elle sait que, dans les familles, les bijoux ne sont jamais des bijoux, ce sont des sentences en métal. Hugo est arrivé à 10h27, nerveux, puis Maya à 10h36, un foulard noué haut, les lèvres entr'ouvertes comme pour un rôle. « Bonjour Jeanne, j'ai évidemment ramené la bague, tu sais », a-t-elle soufflé, en posant un écrin sur la table. « Je n'ai pas voulu t'embêter hier soir. » Sa voix tremblait un peu, un tremblement chic. Elle l'a ouverte. La bague était là, impeccable. La pierre jetait des reflets calmes. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le notaire sortir le registre, j'ai laissé Pauline ouvrir l'expertise scellée, et j'ai demandé, très doucement, « Avant d'aller plus loin, maître, puis-je enregistrer l'état de la bague ?» Il a hoché la tête. J'ai pris mon téléphone et centimètre par centimètre, j'ai filmé le certi, les griffes, l'inscription laser sur le rondiste. GIA 11528. Un numéro que je connais par cœur, mais que je vérifie toujours comme on vérifie une respiration. C'est là qu'un frisson m'a parcouru. Le troisième chiffre, presque effacé. Non, pas effacé. Différent. Le 0 semblait plus fin, le faisceau du laser moins régulier. J'ai levé les yeux vers Pauline. Elle a compris. Maya a battu des cils. « Enfin, Jeanne, tu veux l'envoyer en laboratoire ?» J'ai répondu neutre, comme d'habitude. À 11h15, la bague est repartie vers l'expert, un joaillier indépendant, Monsieur Barans, rue Daniel Casanova, pour un examen express avant mise à jour de l'inventaire. Maya a souri d'un air offensé. Hugo a serré ma main sous la table. J'ai senti sa chaleur tiède, sa loyauté écartelée. L'après-midi, le contre-attaque a démarré sans attendre. À 15h pile, j'ai reçu un message de Maya. « Je trouve ton attitude humiliante, je regrette de t'avoir fait confiance. » À 15h12, un deuxième. « Tu veux me faire passer pour une voleuse ?» À 15h17, elle ajoutait « Et tu as dit à Michel de parler ?» Je n'ai pas répondu. À 16h04, Monsieur Barans m'a appelé. Sa voix, habituellement enthousiaste, avait pris une précision chirurgicale. « Madame, la pierre que j'ai entre les mains n'est pas celle décrite dans le dossier de Madame votre belle-mère. Elle présente un traitement de clivage qui n'existait pas à l'époque de l'expertise, et l'inscription laser, bien que reprise au même numéro, montre un micro-décalage. J'ai demandé « Copie ?» Il a répondu « Une imitation très haut de gamme, certi platine, digne d'un plateau de série. » Il a ajouté plus bas « J'ai déjà vu ça, des échanges temporaires pour des soirées. » Sauf que là, le remplaçant a été pensé pour tromper un œil pressé. À 16h16, j'ai senti mes omoplates se raidir, comme si on posait un poids tiède sur mon dos. J'ai demandé un rapport écrit, daté, avec photo macro et le libellé complet des anomalies, en lettres. Vendredi 16 juin, 16h16. J'ai raccroché et j'ai appelé Maître Boria. Il a dit « Évitez toute invective. Nous allons faire dresser un constat. » À 17h03, j'ai contacté Maître Pichon, huissier de justice. À 18h20, nous étions chez Barans, dans son minuscule labo aux lampes froides, et l'huissier, en costume anthracite, a photographié la pierre, l'inscription laser, a noté la divergence, a scellé la bague de remplacement dans un sachet numéroté, a dressé procès-verbal de constat, avec horodatage en toutes lettres. La preuve solide était là, un constat d'huissier, un rapport d'expert. Il me manquait le chaînon, le moment du basculement, la main trop assurée qui avait interverti l'original et la copie. Et surtout, pourquoi? Pour un achat à crédit? Pour un prépont? Pour une mise en gage express? Le coût social et émotionnel s'est mis à grimper comme un thermomètre oublié au soleil. À 19h50,
Hugo m'a envoyé. Maman, Maya pleure. Elle dit que tu la hais. Tu ne peux pas la laisser s'expliquer? À 20h11, il a ajouté « Si tu mets la police là-dedans, je… » Puis rien. Le silence. Le chantage affectif sans menace articulée. J'ai senti le fil d'Ariane glisser dans ma main. Je devais continuer à marcher. La nuit, j'ai cherché le point faible, le clou qui dépasse. J'ai regardé, encore et encore, la story de Maya, enregistrée par Clémence. À l'arrière-plan, dans la glace du vestibule, on voit un paquet de cartons empilés près de la porte, avec un autocollant d'un service de conciergerie. City Case. Livraison sécurisée. J'ai composé le numéro. À 22h30, une voix lasse a répondu. J'ai dit « Je suis Jeanne, cliente de l'immeuble du numéro 34, je cherche à confirmer un passage hier soir. » Le standardiste m'a demandé une référence. J'ai dit que je n'avais qu'une heure approximative et un prénom. Il a soupiré. Puis, sur mon insistance polie, il a fini par dire « Une course a été commandée depuis votre adresse hier, à 21h15, pour un dépôt au coffre hôtelier d'un palace de l'avenue Montaigne. » J'ai retenu ma respiration. « À quel nom ?» Il a répondu « Maya » et un code « MZ 1706 ». J'ai écrit chaque syllabe en lettres. Pal, As, Montaigne, code. MZ. Je sentais mon stylo griffer le papier comme un chat. Il a ajouté « Nous avons des caméras, madame. » J'ai dit « Je vous adresse un réquisitoire. » Il s'est repris. « Il faut une demande écrite ou un officier de police judiciaire. » À 23h05, j'ai appelé la brigade de la sûreté territoriale où j'ai encore des connaissances. J'ai expliqué la situation sans effet de manche. Pour l'instant, c'est civil, madame. J'ai raccroché, un peu honteuse d'avoir espéré un levier. À 00h10, j'ai envoyé un mail en toutes lettres à l'hôtel en question à l'attention du responsable sécurité. Je sollicite à titre conservatoire la conservation des images relatives à la course City Case code MZ 1706 déposée le 15 juin entre 21h et 22h. Le mail, c'était ma première preuve subtile, faible en droit, mais puissante en ligne temporelle. On me dirait plus tard que c'est grâce à ce courriel que les enregistrements n'ont pas été écrasés. À 1h20 du matin, j'ai entendu depuis mon lit des pas dans la cage d'escalier, puis le chuchotis de 2 voix, une odeur de tabac froid, une main qui effleure la rampe. J'ai noté l'heure. À 7h06, je prenais un café amer, je sentais de la cendre sous ma langue. À 8h52, Clémence m'a transféré une capture d'écran. Maya avait retiré toutes ses stories de la veille. Elle avait aussi publié un post larmoyant « Quand on vous accuse d'être ce que vous n'êtes pas ». Les cœurs pleuvaient en commentaires. C'est absurde de parler de coups émotionnels quand on a des chiffres. Pourtant, ce matin-là, c'est le coup en larmes de Hugo qui m'a coûté le plus cher. Je me suis isolée volontairement. J'ai cessé de répondre aux attaques. J'ai travaillé. À 10h14, j'ai déposé, via Maître Boria, une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris visant la restitution de la chose déterminée et la désignation d'un expert judiciaire. Les termes, les vrais, ceux qui calment la fièvre et encadrent les gestes impulsifs. J'ai demandé par ailleurs une ordonnance sur requête pour autoriser un huissier à se rendre à l'hôtel de l'avenue Montaigne et obtenir la conservation des images et le bordereau de dépôt du coffre hôtelier. À 11h27, le juge de permanence a signé. À 14h08, Maître Pichon était au palace, dans un bureau qui sentait le cuir neuf et le désinfectant de luxe. À 15h30, il m'a envoyé des clichés. On y voit, daté en toutes lettres, jeudi 15 juin, 21h42, un coursier City Case remettre une petite enveloppe scellée au concierge. On y voit aussi, jeudi 15 juin, 22h14. Maya elle-même, foulard dans les cheveux, lunettes noires malgré la nuit, retirer la même enveloppe, signer un petit registre. Son stylo, long et fin, pointait vers la colonne « Pièces, bijoux ». À côté, une rature puis la mention « Accessoires ». Je me suis penché sur le détail. Le concierge notait avec une écriture arrondie. Les doigts de Maya, vernis rouge foncé, serraient le stylo trop fort, une tension à faire blanchir les phalanges. La preuve 2, solide, avait un parfum de wax et de politesse. Un constat d'huissier, une chaînette d'images, un bordereau. Pendant ce temps, sur mon téléphone, les messages fusaient. « Tu vas détruire notre couple. On pourrait régler ça entre nous. Tu exagères, Jeanne.
Je voulais juste être belle. Le mot « belle » à côté du mot « juste » était d'une ironie parfaite. Je me suis tue. Les mots trop tôt prononcés ferment des portes utiles. Le lendemain, samedi, à 11 heures précises, nous avions une audience en référé au tribunal. Salle E, fenêtre haute et banc raide. Les bruits de pas y font un bruit de pluie sur du bois. À 10h56, Hugo et Maya sont arrivés. Elle avait mis une robe crème, un chignon sage, des boucles d'oreilles discrètes. Elle savait composer un tableau. Hugo me jetait des regards suppliants. Maître Boria m'a demandé de rester sur le strict. À 11h12, le président a levé les yeux au-dessus de ses lunettes. « Mesdames, messieurs, c'est une demande de restitution d'un bien déterminé, assortie d'une mesure d'instruction. » L'avocat de Maya, un jeune au dos raide, a plaidé l'incompréhension. Ma cliente a emprunté ce qu'elle croyait un bijou fantaisie. Elle l'a restitué. Si substitution il y a, elle est indépendante de sa volonté. J'ai gardé mon souffle jusqu'au mot « substitution ». Maître Boria a déplié, avec la lenteur d'une nappe qu'on étend, le constat de l'huissier, l'expertise Barans, le courriel au palace, l'horaire de City Case, le bordereau de caisse, et le film de la caméra de Michel, le patron du café. Le président a demandé « Pouvez-vous lire la date et l'heure en toutes lettres ?» Maître Pichon s'est avancé. Vendredi 16 juin, 16h16, constat de discordance. Jeudi 15 juin, 21h42, remise au coffre hôtelier d'une enveloppe scellée. Jeudi 15 juin, 22h14, retrait de ladite enveloppe par mademoiselle Maya. Signature apposée. Le président a levé un sourcil. Il a ajouté « Quid de la chaîne de sécurité ?» Boria a expliqué la police d'assurance, l'obligation de conservation, l'impossibilité d'un mouvement sans autorisation. Le jeune avocat a tenté. Il s'agit d'une confusion. Ma cliente a été manipulée par un tiers. Elle a agi dans l'urgence. La bague l'attendait chez sa future belle-mère. Le président l'a interrompu. Ce n'est pas un dîner familial ici. Dans le banc, une femme a étouffé un rire. Maya a eu la très brève micro-expression de quelqu'un qui vient de perdre le fil et qui le sait. C'était l'instant où je l'ai vue réellement, sans vernis. Paniquée, mais encore agrippée à l'idée que son théâtre suffirait. À midi pile, le président a ordonné, en toutes lettres, restitution immédiate de la bague originale sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, désignation d'un expert judiciaire, injonction de non-destruction des preuves. Le marteau n'a pas frappé. En France, il n'y a pas de marteau. Mais la phrase a eu le poids d'un bois qui tombe. Maya a pâli. Hugo s'est assis comme si son corps venait de se vider. Rien n'est simple après un coup de semonce. L'après-midi, j'ai reçu un coup de fil d'un numéro inconnu. « Madame, ici le comptoir de l'Orme, Joaillier. Une jeune femme est passée ce matin, à 10h23, avec une bague de platine à proposer en dépôt-vente. Nous avons pris une photo et refusé. Votre nom est apparu dans l'assurance. J'ai demandé le cliché, l'heure en toutes lettres. J'ai remercié. L'image montrait la bague de substitution, brillante, encore collante des doigts. À 16h, Boria a adressé au parquet un signalement pour suspicion de recel, accompagnant notre dossier civil. À 17h42, je suis monté chez Hugo. La porte s'est ouverte sur un salon qui sentait l'iris et le désordre. Maya était assise, de biais, sur l'accoudoir d'un fauteuil, cigarette non allumée entre les doigts, yeux cernés. « Je n'ai pas voulu te faire de mal, Jeanne. » Elle tremblait exactement là où il faut pour attendrir. J'ai dit « Où est la bague ?» Elle a répondu « Elle n'est pas chez moi. » Son regard a fuiné vers la chambre. J'ai tenu ma voix comme on retient une porcelaine. « Maya, écoute, tu as le droit de te tromper. Pas de mentir plus longtemps. Demain matin à 10h, chez l'expert judiciaire, nous apporterons l'original. Si tu ne l'as pas, tu diras où elle est et surtout à qui tu l'as confiée. » Elle a fermé les yeux, très lentement, si lentement que j'ai vu passer sur ses paupières la fatigue de son rôle. Elle a chuchoté. Je l'ai laissée chez un ami. Il devait juste la photographier sur une main. C'était pour une campagne. Sa bouche a dessiné un ovale tremblé. Elle a ajouté « Il s'appelle Loris. » J'ai sorti mon carnet. « Loris, nom, adresse ?» Elle a avalé sa salive. Puis, dans un geste soudain, elle a attrapé son téléphone et, à 17h51, m'a montré un échange WhatsApp avec un avatar de jeune homme tatoué, langage sans voyelles, des promesses d'éclairage au néon et de rendu de fou.
Un message, daté en toutes lettres, vendredi 15 juin 22h59, disait « TKKT, je la mets au coffre studio, code 1993 ». La preuve subtile devenait une piste solide. Un prénom, un code. Dimanche matin, à 10h pile, nous étions dans le petit bureau de l'expert judiciaire, Madame Delaunay, une femme aux cheveux gris d'une netteté d'escrimeuse. L'odeur du papier neuf m'a apaisé. Hugo était là, maigri en 48 heures. Maya serrait un tote bag blanc trop propre. À 10h08, la porte s'est ouverte sur un jeune homme nerveux, casquette en arrière, t-shirt noir. « Loris », a-t-il dit, sans lever les yeux. Delaunay a tendu la main. « Où est l'objet » Il a désigné le tote bag. Maya l'a posé, comme on pose une bête trop chaude. À 10h12, on a ouvert la boîte, la bague d'origine, avec son diamant et son rondiste gravé GIA 1528. Dans l'état attendu, sans clivage ni retouche, la lumière dense que je reconnaissais. Je n'ai pas respiré pendant 5 secondes, puis j'ai respiré comme après une noyade. Delaunay a pris des photos, a noté, a scellé, a parlé d'une voix qui rassure les bêtes et les gens. Laurie a balbutié. « Moi, j'ai rien fait, c'est Maya qui… » Delaunay l'a coupé. « Pas maintenant. » À 10h27, le procès-verbal de restitution a été signé en toutes lettres. La bague a réintégré une boîte en acier, scellée, déposée chez Boria à 11h38. Je tenais la preuve 3, la définitive, à formuler proprement. Une restitution sous contrôle d'experts judiciaires, avec mention d'identification et concordance du numéro avec le certificat d'authenticité GIA original et, au besoin, l'acte notarié et l'assurance adossée. Ce n'était pas tout. Il fallait exposer comment l'original avait fait la navette, qui avait organisé l'échange, qui avait pensé à la copie. J'ai laissé Maya parler. Elle s'est défendue avec cette qualité qui, chez elle, me séduit malgré moi. Elle ne s'effondre jamais. Elle ajuste. Elle a expliqué Loris, la campagne photo, la pression du temps, le glamour bête des réseaux. Elle a dit qu'elle voulait faire honneur à Madeleine, l'écrire en légende. Elle a dit qu'elle croyait pouvoir gérer. Elle a laissé glisser sa voix sur le mot « gérer ». Et puis, au détour d'une phrase, elle a ébréché son masque. Je devais aussi… Elle a refermé. Delaunay l'a laissé retomber. Vous deviez quoi? Maya a secoué la tête. Rien. La lumière a vacillé sur son iris, une boule de mercure. J'ai compris ce qu'elle ne disait pas. Il y avait de l'argent à récupérer, quelque chose à colmater, un petit incendie. Le quelque chose a surgi l'après-midi, par un mail de la banque en lettres froides. Madame, nous vous informons d'une tentative de mise en gage auprès du Crédit Mutuel, samedi 17 juin, 11h02, d'une bague décrite comme plaque platine, pierre synthétique, au nom de mademoiselle Maya, qui a été refusée faute de titre de propriété. L'écran a fait un clignement, puis rien. Dans ces moments, on voudrait frapper, annoncer, plaquer sur les murs le mot « malhonnêteté ». Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai classé. J'ai glissé le mail dans le dossier. J'ai remercié l'algorithme de la banque. J'ai envoyé au greffe une note d'incident. Puis j'ai appelé Hugo. Nous devions parler autrement que par larmes. À 18h29, il est arrivé chez moi, sans Maya. Le salon sentait le savon noir et la fleur d'oranger. Il s'est assis sur le fauteuil en rotin de sa grand-mère, a mis ses mains sur ses genoux comme un écolier. « Maman, j'ai merdé. Je voulais la protéger. » Sa voix avait le grain de son enfance, ce léger chevrotement du gamin qu'il a été. Maya, elle a des dettes, petites, beaucoup de petites, de shooting en shooting. Elle ne dit jamais non. Elle paie après, elle oublie, elle recommence. Il a levé les yeux. Tu sais, elle a quelque chose de lumineux. J'ai hoché la tête. Oui, elle a une qualité, et elle est réelle. Mais la lumière, dans les mauvais reflets, blanchit aussi des choses qui ne doivent pas l'être. À 20h10, Maya a envoyé un message groupé. Je veux m'expliquer demain devant tout le monde, chez Maître Boria, à 19h. Pauline a confirmé l'horaire. J'ai écrit « D'accord ». J'ai senti en moi le calme froid d'une rivière en hiver. Le lendemain, il y aurait du monde. La sœur d'Étienne, 2 cousins, un représentant de la banque, l'assureur et probablement l'ombre de Madeleine qui s'assoit toujours dans le coin du canapé quand on parle trop d'argent. Le soir venu, la salle de réunion de l'étude Boria avait ce silence feutré qui étouffe les répliques faciles. Il était 19h03 quand tout le monde a pris place. Sur la table,
Les dossiers avaient des dos de différentes couleurs. La bague scellée dans sa boîte en acier reposait comme un papier calque trop lourd. Le banquier, costume bleu nuit, portait une attention clinique à chaque syllabe. L'assureur, M. Girard, avait posé ses lunettes sur son front et tenait son stylo à l'envers. Ma tante, par alliance, tortillait son sac. Maya est entrée à 19h06, simple, sans chignon ni voile, un gilet gris sur les épaules, visage nu. Elle a regardé chacun d'entre nous avec une lenteur nouvelle. J'ai cru y voir une mue. « Je veux reconnaître mes torts, mais pas ceux qu'on m'invente », a-t-elle commencé. Une phrase de théâtre encore, mais la voix tremblait moins parce que la scène était réelle. Elle a dit qu'elle avait emprunté la bague, qu'elle avait cru pouvoir la substituer quelques heures pour un shooting, que la copie avait été faite par un artisan contacté par Loris, que tout devait rester dans un cercle très pro, que l'argent n'était pas le but, qu'elle n'avait jamais voulu mettre la société en danger. Le banquier a toussé, un bruit de gorge qui dit « Vous ne savez pas ». Monsieur Girard a pris la parole. La copie, madame, est une contrefaçon destinée à tromper, pas un accessoire. Maître Boria, calme. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès pénal, mais d'une restitution qui a eu lieu. Reste la question de la responsabilité, des dommages, des suites dans la gouvernance familiale. J'ai retracé la chronologie, en toutes lettres, sans haussement de ton. Jeudi 15 juin, 19h28, story, reflet de pendule. 21h42, dépôt au coffre hôtelier. 22h14, retrait par Maya. Vendredi 16 juin, 16h16, constat d'huissier. Samedi 17 juin, 11h02, tentative de mise en gage. J'ai projeté sur l'écran les photos macro de l'inscription laser et l'extrait de la caméra du café. Dans la salle, un murmure a couru, discret, comme un courant d'air. La vérité, quand elle apparaît sous des dates en toutes lettres et des images nettes, n'a pas besoin de se hausser. Elle se pose simplement et les regards se détournent de celle qui a menti, non par cruauté, mais par réflexe de protection. Maya a serré sa langue entre ses dents, une petite morsure blanche. Elle a dit « Je paierai ». L'assureur a rappelé la clause. Sinistre, franchise, surprime. Le banquier a formulé « incidente mais rattrapée ». Toutefois, nous exigerons désormais une co-signature à 2 pour tout mouvement d'actifs, même symbolique. Ma tante a soufflé « Tu te rends compte ?» et s'est tue sous mon regard. Puis, j'ai ouvert un classeur bleu, le Madeleine Disposition. J'y ai glissé une feuille qu'on n'avait pas encore lue ensemble, un avenant signé 6 mois avant sa mort, où Madeleine, dans sa lucidité un peu rude, avait écrit de sa main « La bague, je la confie à Jeanne jusqu'à mes arrière-petits-enfants, parce qu'elle a la tête froide. » Ma voix a été très simple quand je l'ai lue. Maya a baissé la tête. Elle n'a pas pleuré. J'ai admiré, malgré moi, sa dignité d'un instant. Boria a demandé « Souhaitez-vous dire quelque chose, mademoiselle ?» Elle a dit « J'ai voulu appartenir à un monde dont je ne connais pas les règles. Je me suis dit que je pouvais en inventer. Je me suis trompée. » La salle a respiré. Ce n'était pas un aveu complet, ni une absolution, mais c'était la première phrase qui ne cherchait pas à enjoliver. En sortant, à 20h49, la lumière d'été se couchait le long du boulevard. L'air sentait l'herbe et la poussière chaude. Hugo a serré mon épaule sans parler. Maya m'a croisé dans le hall sans chercher mes yeux. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet. Ma bouche formait une ligne ni dure ni molle, une ligne qui avait simplement tenu. 3 mois plus tard, au milieu de septembre, à 10h30, nous étions dans la salle claire du notaire pour la signature finale de partage. La bague reposait désormais dans un coffre de banque sous double contrôle. 2 clés, 2 humains, 2 consciences. Nous avions revu, avec la banque, la structuration de la société. Adoption d'une charte familiale signée à l'unanimité, inscription dans le pacte que tout actif symbolique devait être traité comme un actif stratégique, mise en place d'un comité de vigilance, un mot pompeux pour un geste simple, regarder ensemble. Maya n'était plus dans la famille comme avant, mais elle n'en avait pas été chassée. Elle avait pris un travail salarié, vrai payé au mois, dans une petite maison de couture de quartier, Madame Zoé, où, disait-elle, on retouche des robes qui ont une histoire. Je suis passée un matin. Elle épinglait une manche, concentrée, la langue légèrement sortie, ce signe d'enfant quand on s'applique. Elle a levé les yeux. J'ai dit « Bonjour, Maya ». Elle a répondu « Bonjour, Jeanne ».
Nous étions deux femmes qui avaient appris à retirer des anneaux sans prétendre que le doigt est resté le même. Le pénal, le parquet a classé sans suite, faute de dommage final, la bague avait été restituée et au bénéfice des engagements écrits de Maya, remboursement des frais d'huissier, des honoraires d'expertise, surprime d'assurance pendant 2 ans. L'assurance a enregistré un sinistre clos. L'expert Barans m'a écrit un mot. On ne tombe pas 2 fois dans le même piège, madame. Je l'ai glissé dans mon secrétariat entre 2 lettres d'amour jaunies d'Étienne. À 12h20, j'ai traversé le square sur lequel donnait l'étude. Un vent frais soulevait les feuilles déjà croquantes. J'ai repensé à la toute première phrase de Maya. Sans valeur. C'est par là que la fable des autres s'écrit, par le rabais des mots. Et c'est par les mots, écrits, datés, tenus, que l'on renverse la fable. La morale, si je devais en extraire une, je la dirais sans grandiloquence. Ce que l'on emprunte sans autorisation s'appelle, dans la langue de la loi, une soustraction, dans la langue du cœur, une trahison, et dans la langue de la vie, une leçon. Je n'ai pas triomphé, j'ai appris. J'ai appris que la beauté a un prix qui n'est pas seulement financier, qu'une pierre est un pacte, qu'une famille se gouverne par des évidences simples mises en toutes lettres, que la dignité ne se dit pas à voix haute, elle se tient, elle vous tient. Et, en vérité, j'ai appris autre chose encore, que Maya, avec ses strass, ses stories, ses peurs et ses ruses, avait, enfouie sous le vernis, une qualité qui ne m'avait pas trompée au début. Elle sait, au bord de l'abîme, regarder droit devant et dire « Je me suis trompée ». On peut bâtir dessus une place modeste et honnête. Pas une fable, une place. Le soir, quand je range le salon, je passe ma main sur le guéridon où l'écrin avait laissé sa silhouette de poussière. Il est à nouveau couvert d'un apron ridicule, brodé par Madeleine. L'odeur du cirage remonte, tiède. J'ouvre la fenêtre. Le boulevard fait son grondement. Il est 19h22. Et il y a, au fond du couloir, un rire qu'on croit entendre encore et qui ne blessera plus.